Alerte de septembre 2020. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 8 de septembre 2020, enregistré le 1er septembre 2020. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale, avec un focus sur l'importante troisième loi de finances rectificative pour 2020. Une grande partie du prochain magazine d'octobre sera consacrée à la présentation du plan de 100 milliards d'euros pour relancer la croissance après la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, avec notamment la baisse programmée des impôts de production dès 2021 de 10 milliards d'euros. Troisième loi de finances rectificative pour 2020. Votée fin juillet 2020, la troisième loi de finances rectificative actualise les prévisions économiques pour 2020. La croissance est révisée à moins 11% pour 2020. Le déficit public atteint un niveau sans précédent, 225 milliards d'euros. La dette française est estimée à 121% du PIB en 2020. En fait, cette troisième loi de finances rectificative pour 2020 est principalement une loi de soutien aux secteurs les plus fragilisés par la crise du Covid-19. Elle comporte également des mesures à destination de l'ensemble des contribuables, entreprises ou particuliers. Impôt sur le revenu. Les sommes versées au titre du premier abonnement presse à caractère d'information politique ou générale d'une durée minimale de 12 mois ouvrent droit à crédit d'impôt de 30%. Il est accordé une fois par foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022 sans aucune condition de revenu. Rappelons que la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales la prime exceptionnelle versée en 2020 par l'État et les autres administrations publiques, notamment les établissements publics de santé ou du secteur social et médico-social, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. La troisième LFR pour 2020 étend cette exonération à la prime exceptionnelle versée entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 aux salariés des établissements privés de santé dans la limite de 1 500 €. Donations et successions. Les dons familiaux en espèces consentis du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 et affectés dans les 3 mois à la souscription au capital d'une petite entreprise, à la rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale, sont exonérés de droits de mutation dans la limite de 100 000 €. Le dispositif est réservé aux dons en numéraire effectués au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant. Les personnes n'ayant pas d'enfant, de petit-enfant ou d'arrière-petit-enfant peuvent consentir des dons au profit de leur neveu ou nièce. Soulignons que le donateur peut effectuer au cours de la période allant du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 plusieurs dons à des donataires différents, à condition que le montant global de ces dons n'excède pas 100 000 €. Un même donataire peut recevoir en franchise de droit, sous réserve de respecter les conditions de remploi des sommes, au cours de la période, plusieurs dons de 100 000 € de donateurs différents. Par exemple, un enfant peut recevoir en franchise de droit de ses 2 parents et de ses 2 grands-parents des dons pour un montant cumulé de 400 000 €. Toutefois, dans ce cas, les donateurs, c'est-à-dire les parents et les grands-parents, ne pourront pas bénéficier de l'exonération pour d'autres dons à leurs autres enfants ou petits-enfants. Cette exonération de droits se cumule avec celle applicable de façon pérenne aux dons familiaux en espèces,
dans la limite de 31 865 €, sous réserve que le donateur ait moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou mineur émancipé. Dans l'hypothèse où le don dépasse le montant de l'exonération, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés, au-delà du montant de 100 000 €, dans les conditions de droit commun et en appliquant, le cas échéant, les abattements personnels de 100 000 € sur la part de chacun des enfants, de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants, de 5 310 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants et de 7 967 € sur la part de chaque neveu et nièce. Remarquons qu'un donataire ayant déjà reçu d'un même donateur une autre donation dans la limite de l'abattement de droit commun peut bénéficier de l'exonération sur le don en numéraire, quelle que soit la date de la première donation, y compris si elle remonte à moins de 15 ans. Quant au don en numéraire effectué dans le cadre de ce dispositif, il ne sera pas pris en compte pour la liquidation des droits dus à raison des mutations à titre gratuit consenties postérieurement entre les mêmes personnes. Attention, l'exonération ne s'applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions qui ont déjà ouvert droit aux réductions d'impôt sur le revenu suivantes. Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements outre-mer, réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de PME, réduction d'impôt Madelin, et réduction d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contractés pour la reprise d'une PME. Par ailleurs, la 3e LFR pour 2020 aménage le dispositif d'abattement sur les droits de succession pour les dons consentis par les héritiers ou légataires à certains organismes sur les points suivants. Son champ d'application est unifié. Tous les organismes, et non plus seulement les fondations reconnues d'utilité publique, pouvant désormais recevoir des dons en nature. Et le délai pour effectuer les dons est porté de 6 à 12 mois. Fiscalité des entreprises. À retenir. Les entreprises peuvent obtenir le remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits déjà détenus et non utilisés, ainsi que de celles nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard, le 31 décembre 2020. Toutes les entreprises peuvent demander un remboursement anticipé avant la fin du délai de 5 ans. Sont en pratique concernées les créances nées au titre d'une option pour le report en arrière des déficits déjà exercés à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et les créances qui viendraient à être constatées au titre de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Bien entendu, seule la fraction de ces créances non utilisées peut faire l'objet du remboursement anticipé. Notez que le remboursement du stock de créances doit être demandé dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat, soit en pratique au plus tard le 19 mai 2021 pour les exercices clôturés jusqu'en 2019. Les travailleurs non salariés peuvent demander avant le 31 décembre 2020 le déblocage exceptionnel, dans la limite globale de 8 000 € de leur épargne retraite logée dans des contrats Madelin ou Madelin agricoles ou dans un plan d'épargne retraite individuel. Les sommes ainsi débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 €. Les travailleurs non salariés souhaitant bénéficier de la mesure de déblocage exceptionnel doivent formuler leur demande complète auprès de l'assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020. Pour les entreprises déjà en difficulté au 31 décembre 2019, le bénéfice de l'exonération de l'aide versée par le Fonds de solidarité
est soumis au respect du règlement de minimis. Le crédit d'impôt en faveur du spectacle vivant est étendu au théâtre et aux variétés, cette mesure s'appliquant aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2020. Un nouveau crédit d'impôt est institué en faveur des éditeurs de services de télévision, de radio ou de médias audiovisuels à la demande pour certaines dépenses exposées entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, à condition que le chiffre d'affaires réalisé pendant cette période soit inférieur d'au moins 10% à celui réalisé au cours de la même période de l'année précédente. Le crédit d'impôt en faveur de la production d'œuvres phonographiques est aménagé afin de permettre la prise en compte des dépenses éligibles dès la date de réception de la demande d'agrément provisoire par le ministère de la Culture et non plus à compter de la date de délivrance de cet agrément. Le crédit d'impôt pour investissement en Corse est reconduit pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Les PME appartenant au secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel bénéficieront, sur délibération des communes, d'un dégrèvement partiel de la CFE 2020. Dette fiscale née pendant la crise sanitaire. Les TPE-PME qui rencontrent des difficultés pour acquitter leurs dettes fiscales, TVA, etc., peuvent demander à la DGFiP un plan de règlement spécifique pour toutes les échéances intervenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020. Emprunt souscrit par une SCI pour racheter les parts d'un associé. Sont déductibles les intérêts d'un emprunt contracté par une SCI pour rembourser un associé de ses parts dès lors que l'emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de la société. Cession d'AI et TVA. En exécution d'une convention de cession de créances professionnelles par bordereau d'AI, un prestataire de services cède à un établissement de crédit une créance objet d'une facture d'un montant de 45 000 € TTC sur une entreprise à qui la cession est notifiée le jour même. L'entreprise, le débiteur cédé, refuse de verser le montant de la TVA à l'établissement cessionnaire, faisant valoir que la TVA ne fait pas l'objet d'une créance susceptible d'être cédée, dont serait titulaire le prestataire de service chargé de la recouvrer pour la reverser au Trésor public. La Cour de cassation a écarté cet argument. En effet, il résulte du Code général des impôts que la TVA est acquittée par la personne qui effectue l'opération imposable et que c'est le professionnel qui la facture qui en est redevable. Par ailleurs, en cas de transmission de créances, l'exigibilité de la TVA intervient à la date du paiement entre les mains du bénéficiaire de la transmission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur cédé devait s'acquitter de la TVA entre les mains de l'établissement cessionnaire de la créance. Dons rémunératoire. Des dessins, tableaux et œuvres de différents artistes, parmi lesquels Matisse et Mayol, ont été remis par une contribuable à sa dame de compagnie pour la rémunérer des menus services rendus, courses, travaux de jardin, ménage, transport. La dame de compagnie les a ensuite vendus pour la somme de 1 700 000 €. Au vu de ce montant, il a été jugé que les œuvres d'art remises avaient le caractère de dons manuels rapportables à la succession et redevables de droits de transmission à titre gratuit. Ils ne pouvaient être qualifiés de dons rémunératoires soumis ni au droit de donation ni au droit de succession, en présence d'une disproportion manifeste entre la valeur des biens et celle des services rendus.
apport de fonds de commerce en société, fiscalité et responsabilité d'un expert comptable. Un restaurateur achète en qualité de marchand de biens plusieurs fonds de commerce de restauration qu'il apporte quelques années plus tard à des sociétés créées à cet effet. Pensant bénéficier d'un sursis de paiement de l'impôt sur les plus-values d'apport, l'intéressé se dispense de le verser au Trésor public. Contestant l'application du sursis de paiement en raison de l'option pour le régime de marchand de biens sous lequel les fonds ont été achetés, l'administration fiscale notifie au restaurateur un redressement en conséquence. Celui-ci agit alors en responsabilité contre son expert comptable, qui l'avait assisté dans la réalisation de l'apport, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil à cette occasion. La Cour d'appel de Paris a accueilli cette action car l'expert, qui avait accepté d'établir les contrats d'apport dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, était tenu d'informer son client de manière complète sur les effets de l'opération projetée et particulièrement sur ses incidences fiscales. Or, l'expert n'établissait pas avoir délivré de conseils ni de mise en garde sur les conséquences liées à l'imposition des plus-values. L'acceptation de la mission par l'expert ne faisait pas de doute, puisqu'il résultait du libellé des factures émanant de celui-ci qu'il avait bien établi les contrats d'apport et avait procédé aux formalités d'immatriculation des sociétés concernées. L'expert ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il ignorait sous quel régime juridique les fonds avaient été achetés, car il devait en tout état de cause se renseigner sur le statut des biens en question afin de prodiguer un conseil tenant compte de celui-ci. Au demeurant, l'expert connaissait le régime sous lequel les achats avaient été effectués. Il ne pouvait pas non plus utilement opposer les 3 arguments suivants. D'abord, l'existence d'incertitudes fiscales sur le régime applicable à l'opération, car il lui appartenait d'informer son client sur cet aléa afin que celui-ci puisse décider en connaissance de cause de la suite à donner au projet. Ensuite, le fait que l'opération aurait été arrêtée d'un commun accord entre le restaurateur et sa banque, dès lors qu'un tel accord ne dispensait aucunement l'expert intervenu pour rédiger les actes et faire immatriculer les sociétés bénéficiaires des apports de son obligation de conseil. Et enfin, les compétences personnelles de son client, de sorte qu'il importait peu que celui-ci, à la fois restaurateur et marchand de biens, ait pu disposer de connaissances sur le régime de marchand de biens choisi pour l'achat des fonds. La Cour d'appel a précisé que le préjudice en lien avec le manquement de l'expert résidait dans la perte de chance pour le client d'avoir pu évaluer correctement l'incidence fiscale de l'opération, d'appréhender l'absence d'éligibilité au sursis de paiement et de préparer le projet dans de meilleures conditions financières. Toutefois, a nuancé la Cour, il n'était pas établi que l'intéressé disposait de réelles alternatives pour éviter l'imposition des plus-values, compte tenu de l'obligation de revendre à bref délai les fonds achetés sous le régime de marchand de biens. Prenant en compte le caractère très limité de cette perte de chance, la Cour a finalement condamné l'expert à verser au restaurateur 10 000 € de dommages-intérêts. Actualité juridique du mois. Changement d'adresse d'un associé. L'associé doit informer la société de son changement d'adresse s'il veut participer à l'assemblée. Dès lors, la société qu'un associé n'a pas informée de son changement d'adresse a valablement convoqué celui-ci à une assemblée en lui envoyant une lettre à son dernier domicile connu. Comblement de passifs. Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs de la société s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Sa simple négligence ne peut toutefois pas entraîner sa condamnation. Voici des illustrations de ce principe. Doit combler le passif
le dirigeant qui a déclaré la cessation des paiements 2 mois après le délai légal. En effet, ce retard constitue une faute de gestion et non une simple négligence, puisque le dirigeant connaissait les difficultés financières et l'endettement de la société. Par suite, ce dirigeant a été condamné à contribuer à hauteur de 2 200 000 € à l'insuffisance d'actifs, qui s'élevait à près de 23 millions d'euros. Par contre, n'a pas à combler le passif le dirigeant qui a commis des fautes de gestion n'ayant pas contribué à son insuffisance d'actifs. En effet, il faut toujours démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actifs pour condamner un dirigeant au comblement de passifs. Ainsi, le défaut de tenue de comptabilité peut constituer une faute en lien avec l'insuffisance d'actifs si elle a privé la société d'un outil de gestion qui aurait permis au dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de cesser la poursuite d'une activité préjudiciable aux créanciers sociaux. À l'inverse, le fait de ne pas avoir inscrit une dette sociale en comptabilité n'a pas été jugé condamnable car cette omission n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actifs en l'espèce. De même, non pas à être condamnés à combler l'insuffisance d'actifs, les dirigeants qui ont commis des fautes de gestion qui n'ont pas provoqué l'insuffisance d'actifs, notamment le dépôt tardif de bilan, l'absence de convocation de l'Assemblée et du Conseil d'administration, le défaut de comptabilité. Dès lors que c'est un emprunt bancaire qui est à l'origine de l'insuffisance d'actifs, cet emprunt n'étant pas fautif en lui-même, car il était adapté à la réalisation de travaux envisagés. Dans le même sens, il a été jugé que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, qui avait augmenté fictivement le capital et dissimulé le travail d'un salarié, ne devait pas être condamné à combler le passif en l'absence de lien de causalité entre ses fautes de gestion et l'insuffisance d'actifs. Enfin, l'existence d'un lien de causalité n'a pas été retenue lorsque l'insuffisance d'actifs trouve son origine dans la mésentente entre les associés et non dans les fautes de gestion commises par les dirigeants. Promesse de vente et clause pénale. Une promesse de vente de fonds de commerce prévoyait qu'une indemnité était due en l'absence de réalisation de la condition suspensive, même si cette absence ne résultait pas d'une faute de l'acquéreur. Cette indemnité n'est pas une clause pénale, mais une indemnité d'immobilisation. Son montant ne pouvait donc pas être réduit par le juge. Toutefois, le contrat ayant aussi prévu que, si la somme due n'était pas payée à la date convenue, le débiteur devrait des intérêts au taux de 1% par mois, le juge d'appel a considéré que cette stipulation constituait une clause pénale qui paraît manifestement excessive en ce qu'elle représentait 4 fois le taux d'intérêt légal. Le taux des intérêts a été réduit et fixé au taux de l'intérêt légal. Obligation de conseil. Le vendeur d'un matériel n'a pas à conseiller l'acheteur si celui-ci est à même, en sa qualité de professionnel, d'apprécier que ce matériel est inadapté pour lui. Voici une décision récente à ce sujet. Pour mettre son atelier aux normes, un menuisier s'équipe d'un matériel d'aspiration et de traitement des poussières et copeaux de bois. Ce matériel requiert une forte puissance électrique et fait systématiquement disjoncter le tableau électrique de son atelier. Le menuisier agit alors contre le vendeur et l'installateur en indemnisation du coût des travaux qu'il a dû faire réaliser pour pallier le problème, 34 000 €, leur reprochant un manquement à leur devoir de conseil. La Cour d'appel de Nîmes fait droit à sa demande, mais cette décision est cassée par la haute juridiction. En effet, les juges d'appel auraient dû rechercher si le menuisier,
en sa qualité d'acheteur professionnel, ne disposait pas, au regard de son activité de menuiserie, des moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du système d'aspiration qui lui avait été livré, et donc l'inadéquation de son installation électrique préexistante à l'installation de ce matériel, ce qui aurait dispensé le vendeur et l'installateur de toute obligation de conseil. Bail de vente à emporter. Lorsque le bail n'autorise que la vente à emporter, le locataire ne peut pas installer une terrasse à proximité du magasin pour proposer au client d'y consommer les produits achetés. Le bailleur peut alors demander la résiliation du bail pour modification de la destination des lieux. Bail commercial, travaux dus à la vétusté. La clause d'un bail commercial, qui met à la charge du bailleur les seules grosses réparations de l'article 606 du Code civil, ne l'exonère pas des réparations locatives liées à la vétusté des lieux. Et il faut préciser que cette disposition est applicable aux baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014. Chute dans un parking, responsabilité de l'exploitant. En allant récupérer son véhicule dans un parc de stationnement souterrain, une cliente glisse sur une flaque d'huile et se fracture le coude. Elle poursuit alors en justice l'exploitant du parc en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, soutenant qu'il avait engagé sa responsabilité extra-contractuelle. Cette demande a été rejetée, car l'exploitant n'avait pas commis de faute. En l'espèce, il était tenu d'une obligation de sécurité de moyens, obligation relevant de la responsabilité contractuelle. Il lui incombait donc de mettre à la disposition des usagers un sol en bon état d'entretien, leur permettant de circuler sans risque anormal. Ce qui était le cas puisqu'il avait pris le soin de faire poser des peintures époxydiques épaisses, conférant au sol une antiglissance pour les piétons, sans rendre l'entretien difficile. Il avait par ailleurs conclu un contrat de nettoyage avec une société spécialisée, contrat qui prévoyait l'intervention quotidienne mécanique de 6 agents qualifiés de 2 heures à 10 heures et de 15 heures à 17 heures, outre un nettoyage si nécessaire portant sur les voies d'entrée et de sortie, ainsi que sur les passages réservés aux piétons, matérialisés par une couleur différente de celle des voies de circulation. Oui, la Cour de cassation a validé ici l'application par les juges du fond des règles de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité extra-contractuelle. On était donc dans le cadre d'une obligation de sécurité à la charge du prestataire de service, l'obligation étant de moyens ou de résultats selon que le client joue ou non un rôle actif dans la prestation. Comme de fait, garer son véhicule dans un parc de stationnement moyennant paiement nécessite de marcher dans le parc quand on le laisse puis reprend son véhicule, il s'agit d'une obligation de moyens. Le prestataire ayant fait le nécessaire, sa responsabilité ne pouvait pas être retenue. Par contre, l'exploitant du parc de stationnement reste tenu d'une obligation de sécurité de résultat s'agissant de la barrière d'entrée et de sortie des véhicules. Voici l'actualité sociale du mois. Mesures sociales de la 3e loi de finances rectificative pour 2020, cotisations sociales. Les mesures instituées par la loi afin d'aider les employeurs à apurer leurs dettes de cotisation liées à la crise sanitaire diffèrent en fonction de la taille de l'entreprise et de son secteur d'activité. Les PME de secteurs fortement touchés par la crise du Covid-19, il s'agit des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel, et qui ont subi une forte baisse du chiffre d'affaires,
bénéficient d'une exonération totale et temporaire de cotisations et contributions sociales de 4 mois entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020. Les TPE ayant fait l'objet d'une fermeture obligatoire bénéficient d'une exonération de 3 mois entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020. Sont concernées les cotisations patronales d'assurance sociale, maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, d'allocation familiale et, dans une certaine limite, d'accident du travail, ainsi que les contributions FNAL, solidarité autonomie et d'assurance chômage. De plus, cette exonération exceptionnelle s'accompagne d'une aide au paiement des cotisations sociales de 2020, égale à 20% des salaires versés pendant la période ouvrant droit à exonération exceptionnelle. L'aide est imputable sur les cotisations 2020. Oui, et par exemple, un hôtel-restaurant de 50 salariés a droit à une aide égale à 20% des salaires versés entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020. Un commerce d'habillement de 9 salariés, lui, il a droit à une aide égale à 20% des salaires versés entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020. Dans les deux cas, l'aide est imputable sur les cotisations restant dues au titre de 2020, après application notamment de l'exonération exceptionnelle. Concernant les PME non aidées, elles peuvent solliciter une remise pouvant aller jusqu'à 50% des sommes dues à l'URSSAF ou à la CMSA au titre des périodes d'activité courant du 1er février au 31 mai 2020. Tous les employeurs peuvent solliciter un plan d'appurement sans majoration ni pénalité pour le règlement des cotisations et contributions sociales restant dues au 30 juin 2020. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, les plans devraient être proposés avant le 30 novembre 2020 par les organismes de recouvrement eux-mêmes, sans démarche de l'employeur. En revanche, pour les autres employeurs, le bénéfice d'un plan d'appurement est subordonné au dépôt avant la même date d'une demande auprès du directeur de l'organisme de recouvrement. Les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles en difficulté pourront bénéficier d'une réduction de leurs cotisations et contributions sociales dues pour 2020 ou d'une remise partielle de celles-ci sous certaines conditions. Une mesure de réduction des charges sociales spécifique aux micro-entrepreneurs relevant du régime microsocial est également prévue. Enfin, les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles relevant des secteurs d'activité les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, dont le chiffre d'affaires a subi une forte baisse, pourront opter à certaines conditions pour un calcul de leurs cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 sur leurs revenus de l'année 2020. À noter qu'une réduction exceptionnelle de cotisations sociales est prévue pour les artistes auteurs. Autre mesure. Pour relancer l'apprentissage, la loi prévoit le versement d'une aide financière exceptionnelle pour la première année d'exécution du contrat. Aide de 8 000 € par apprenti majeur et de 5 000 € par apprenti mineur. Les contrats de professionnalisation sont inclus dans cette aide. Par ailleurs, a été élargie la possibilité de commencer une formation en apprentissage sans avoir encore trouvé d'employeur. Toute personne âgée de 16 à 29 ans révolue ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois. Pour les cycles de formation débutés entre le 1er août et le 31 décembre 2020, cette durée est allongée à 6 mois. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, PEPA, pourra être versée jusqu'au 31 décembre 2020.
La taxe de 10 € sur les CDD d'usage est supprimée à compter du 1er juillet 2020 afin d'aider à la relance de l'économie. Cette suppression concerne les périodes d'emploi courant à compter du 1er juillet 2020. Ainsi, la taxe payée en juillet au titre des périodes d'emploi de juin ne devrait pas être remboursée aux employeurs. En revanche, en août, aucune taxe ne sera due au titre des périodes d'emploi de juillet. Les contrôles URSSAF non clôturés au 23 mars 2020 peuvent être annulés jusqu'au 30 décembre 2020, étant précisé qu'il s'agit bien de l'annulation d'un contrôle et non de sa clôture. Donc, un nouveau contrôle pourra ainsi ultérieurement être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification dans le cadre du contrôle annulé. Déclaration en ligne de maladies professionnelles liées au Covid-19. L'assurance maladie met à la disposition des personnes ayant contracté une affection Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle un service en ligne leur permettant de demander une prise en charge spécifique en maladie professionnelle. Un rappel, le port du masque a été rendu obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre 2020. Rémunération et prise en charge des cotisations du gérant de SARL. Les gérants majoritaires et les gérants associés ou non appartenant à un collège de gérance majoritaire relèvent à titre obligatoire de la sécurité sociale des indépendants. Les cotisations sont dues à titre personnel par le gérant lui-même et non par la société, mais rien n'empêche la société de les prendre en charge. Cela dit, en l'absence de décision collective ou d'accord des associés en ce sens, une SARL n'a pas à prendre en charge les cotisations sociales d'un gérant ou à lui verser une rémunération. La Cour de cassation estime en effet que, dans le silence des textes, la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Quant au paiement par la société de cotisations personnelles au gérant, il peut être considéré comme un avantage en nature, donc une forme de rémunération qui devrait être soumise à autorisation de l'Assemblée. Frais d'entreprise. Les frais d'entreprise correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise. Pour ne pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales, ils doivent remplir simultanément 3 critères. Caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise et exposition en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Ils doivent être justifiés pour prétendre à l'exonération de cotisations, non seulement par le nom des bénéficiaires, mais aussi par leur qualité au sein d'entreprises tierces. Pour apprécier la nature des frais d'entreprise, l'URSSAF ne peut pas s'immiscer dans la politique commerciale décidée par le dirigeant, même malheureuse, avec peu ou pas de retombées économiques, et même si ce dirigeant fait appel à des filiales de son groupe. Travail dissimulé. Un propriétaire bénéficie directement de divers travaux effectués de façon répétée sur sa propriété par plusieurs personnes de sa connaissance. Dans la mesure où il leur donne des consignes de travail, cette situation caractérise l'existence d'un lien de subordination entre le prévenu et les travailleurs, exclusive de toute relation d'entraide bénévole. Si les travailleurs n'ont pas été déclarés auprès des organismes sociaux, il y a alors travail dissimulé par dissimulation de salariés. Activité pendant un arrêt maladie. Pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, une salariée, secrétaire commerciale, a exercé une activité professionnelle non concurrente
pour le compte d'une société dont elle était associée et qui n'était pas son employeur. Elle est licenciée pour faute grave pendant l'arrêt maladie en raison d'un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur, celui-ci justifiant de son préjudice puisque la salariée a continué à percevoir pendant son arrêt de travail un complément de salaire versé par son employeur alors que le montant de son compte courant d'associé augmentait. La Cour de cassation a donné raison à la salariée qui contestait ce licenciement pour faute grave. En effet, pour la haute juridiction, l'exercice d'une activité pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières de la sécurité sociale. Oui, dans cette situation, la seule possibilité qui reste ouverte à l'employeur est d'organiser une contre-visite médicale qui aura pour conséquence, si le salarié est responsable de l'impossibilité du contrôle ou si le médecin contrôleur estime que l'arrêt maladie n'est pas ou plus justifié, de lui faire perdre le bénéfice du complément de salaire. Mais attention, seulement pour la période postérieure à la date du contrôle. Cession isolée du fonds de commerce en cas de liquidation judiciaire, sort des contrats de travail. Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par la vente de son fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le législateur vient d'apporter une dérogation temporaire à ce texte. Jusqu'au 31 décembre 2020, en cas de vente d'un fonds de commerce réalisé par le liquidateur judiciaire sur autorisation du juge commissaire, cette poursuite obligatoire des contrats de travail n'est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation. Cette nouvelle disposition s'applique aux procédures en cours au 18 juin 2020. Rupture du CDD à objet défini. Un CDD dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives. Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois, et il peut être rompu par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion. En dehors de ces cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux, est abusive la rupture du CDD à objet défini lorsqu'elle intervient avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en octobre. À bientôt!